Salut les filles, salut Mademoiselle Bonbon. Salut. Alors Mademoiselle Bonbon, les filles, elle a un métier qui fait rêver. Elle est passionnée de bonbons, elle vend des bonbons toute la journée et même des gâteaux de bonbons. On en parlera un petit peu plus tard, mais en tout cas, on a une question pour vous, c'est celle d'Éléonore. Elle a 26 ans et elle se demandait quels sont les bonbons tendance en 2014. Alors, d'une façon générale, aujourd'hui, vu la variété de bonbons, parce que je vais juste faire un petit historique de l'histoire du bonbon, hein, parce qu'au début, il y a, je veux dire, moi, j'ai consommé des bonbons dans les années 60, 70. Il n'y avait pas beaucoup de choix, c'est des bonbons qui étaient durs, qui étaient plus des bonbons à sucer. Dans les années 80, on a commencé à avoir des bonbons avec de la gélatine, donc beaucoup plus mou, beaucoup plus moelleux, beaucoup plus tendre. Après, là, ces dernières années, on est plus parti. La tendance, c'était de fabriquer des bonbons très acides, avec beaucoup d'acidité, de sucre. Voilà. Donc, toutes ces grosses familles-là continuent à perdurer et avoir leurs fans et à s'étoffer. Et en fait, je dirais que les tendances, je pense qu'on a à peu près inventé toutes les catégories possibles de bonbons. Comment ça? C'est pas que ça s'épuise, mais que les tendances des nouveaux bonbons, ça va coller avec la mode. Par exemple, parce que le bonbon, c'est quand même à la base, même si je peux vous assurer qu'il n'y a pas que des enfants qui mangent des bonbons. Ah, ça, je confirme. Parce qu'au niveau des adultes, tout le monde a 8 ans face aux bonbons. C'est ça. Mais enfin, à la base, c'est quand même un peu fait pour les enfants, quand même. Donc, l'industrie du bonbon s'adapte on va dire, à la mode, à la tendance qui colle aux enfants. Ah, voilà. Par exemple, en ce moment, c'est très Cars, Plane, tout ce qui sort comme dessin animé, où vous allez avoir on adapte les figurines des dessins animés en bonbons. Et on les sort systématiquement en bonbons. Ou alors, vous avez pour les filles Monster High, et là, ça fait un tabac, et vous avez le Monster High qui sort sous toutes les formes, toutes les gammes, dans toutes les marques. Donc ça, c'est du la marketing. Tendance, voilà, la tendance, ça suit la mode de ce qui se passe un peu au cinéma et à la télé. Et après, on s'adapte aux fêtes, par exemple, Halloween. Ah oui, mais complètement. Voilà, il y a la saison, c'est pas printemps-été, la collection, mais presque, c'est la collection de Noël, la collection d'Halloween. Au jour d'aujourd'hui, le bonbon s'invite dans toutes les réceptions. Peut-être qu'à une époque, on mangeait des bonbons qu'à une certaine période de l'année. Aujourd'hui, dès que vous avez même une réunion de famille, c'est un prétexte pour pouvoir rassembler les générations et tout le monde mange du bonbon en même temps, ensemble. Et même ça crée, quand on fait un repas entre amis, le dessert, ça peut être un gros pot de bonbons. Ou l'apéritif. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu le bonbon est très, très tendance, en fait. Mais on peut en parler parce que votre spécialité ici chez Mademoiselle Bonbon, c'est de faire des gâteaux de bonbons. Voilà. Comment on appelle ça? Des sculptures, en fait. On fait des petits modèles, jusqu'à des modèles pour 400 ou 500 personnes, donc ce sont des pièces montées. Ça arriverait une pièce montée pour un mariage en bonbons? Ah, mais c'est arrivé souvent. C'est arrivé souvent? Surtout que justement, la majorité des réunions de famille, y compris le mariage, ont besoin d'avoir un thème. On associe souvent maintenant, et bizarre, enfin pas bizarrement, parce que c'est très tendance. Ça fait partie de la déco? Voilà, souvent on a des thèmes mariage, le thème gourmandise. Donc évidemment, il y a la pièce montée en bonbons, il y a un candy bar. On peut faire tout un tas de choses, on a vraiment beaucoup de modèles. Et surtout, au-delà de l'aspect, bon, évidemment, coloré, bon, c'est une déco qui se mange, c'est sympa. Mais c'est pas tellement ça, c'est le fait qu'en fait, quand vous faites cette proposition-là au niveau d'une réunion de famille, c'est le moment de partage et l'émotion et le souvenir que ça va créer. Parce que là, vous rassemblez toutes les générations. Vous avez les tout petits, parfois c'est leur premier bonbon ou presque. Et puis vous avez les anciens qui ont mangé des bonbons et qui ont toutes des histoires de bonbons. C'est un peu la Madeleine de Proust, les souvenirs. Qui vous racontent comment ils ont volé leur premier bonbon, parce que tout le monde a des histoires à raconter sur les bonbons qu'ils ont mangés à l'époque. Et effectivement, c'est le retour qu'on a. Les gens nous disent on a passé un moment exceptionnel parce qu'on était tous ensemble à partager la même chose, parce qu'en fait le bonbon c'est un produit universel qui traverse le temps, qui traverse les océans, et tout le monde a déjà mangé des bonbons et tout le monde en mangera à un moment ou à un autre. Sauf que le bonbon, on a l'habitude de le manger chacun dans son coin, et nous ce qu'on propose en tant que traiteur, c'est de convivialité. Voilà, leur faire vivre une expérience et partager le bonbon tous ensemble. Vous allez voir, ça va être sympa. Du coup, tout le monde a la banane et tout le monde, parce que voilà, qu'à le par dire, définition, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça. Bonjour les filles, bonjour Christelle. Bonjour Stéphanie. Christelle, tu es la psychologue de Secret de Filles. Nous avons aujourd'hui Emma. Emma, elle a 36 ans. Emma, elle a du mal à s'accepter et elle voudrait savoir si, avant de faire une opération chirurgicale esthétique, elle doit voir une psychologue. Alors, le début de la question d'Emma, c'est, comme tu dis, ne s'accepte pas. Et c'est là que je dirais carrément oui. Oui, ça peut être intéressant de voir une psychologue, parce que on imagine que si elle ne s'aime pas, elle va essayer par la chirurgie esthétique de combler. Oui, de trouver une solution pour s'aimer davantage. Et finalement,
est-ce que le souci ne vient pas d'une image d'elle-même qui est faussée? Et à ce moment-là, passer par la chirurgie esthétique n'est peut-être pas la solution. Alors en fait, ce serait une amélioration de son physique qui ne serait pas nécessaire. Il faut soigner déjà son mal interne, c'est ça? Oui, je pense, effectivement. Si après, c'est vrai, elle a par exemple un nez disgracieux et que elle fixe son attention sur son nez, là oui, on peut se dire, oui, la chirurgie esthétique peut l'aider à se regarder en souriant dans le miroir, donc oui. Mais là, c'est... oui, si je ne m'accepte pas, si je ne m'aime pas, est-ce que la chirurgie esthétique va m'aider? C'est pas sûr. Donc, est-ce que ça vaut le coup de tenter une opération qui peut quand même être... il peut y avoir quand même quelques dangers d'un point de vue médical. Il peut y avoir aussi des répercussions d'un point de vue psychologique. Comment les autres de son entourage vont vivre ça. Je te coupe, mais son corps peut faire un rejet aussi. C'est possible, ça effectivement, que oui, là, du coup, il y a une cicatrice qui soit pas jolie, donc oui, on peut imaginer plein de choses. Donc, aller voir une psychologue pour en parler, oui, clairement, je pense que ça peut l'aider à prendre sa décision, ça peut aussi l'aider à se sentir mieux et du coup à ne pas forcément passer par la chirurgie esthétique. Pour certaines personnes, on peut pas faire sans, c'est-à-dire que voilà, on connaît des femmes qui ont une telle poitrine que ça en devient gênant. Et du coup, ça peut créer des problèmes de dos. Ou au contraire, qui ont une poitrine tellement peu existante que du coup, elles se sentent mal à l'aise. Donc là, oui, la chirurgie esthétique peut aider à se sentir mieux, peut aider. Mais je pense que chaque personne qui envisage la chirurgie esthétique devrait déjà se poser la question du pourquoi elle en vient. Je pensais que c'était obligatoire, donc ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, absolument pas. C'est fortement conseillé. Oui. Ça sera, je pense, conseillé par beaucoup de médecins, mais ce n'est pas obligatoire. Salut les filles. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Florence, tu es gérante d'un institut de beauté. C'est bien cela. Tu es spécialiste en cils. Oui. Et en extension de cils extension surtout. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on a une question d'Estelle. Elle a 26 ans et elle se demande comment on entretient ces extensions de cils. Alors, l'entretien, il est très, très léger. Il y a très peu de choses à faire. Il faut savoir déjà que les extensions de cils vont vivre avec votre style de vie. C'est tout simplement, vous pouvez nager, vous doucher, faire du sport, transpirer, faire tout ce que vous voulez. Ça ne craint absolument rien. La seule petite chose qu'on vous demande, c'est de faire attention à des gestes, de ne pas tirer sur les cils, pour ne pas déchausser le cil. Donc, pas se frotter les yeux. Et d'utiliser des produits adéquats. Par exemple, si vous utilisez des produits trop gras, comme des huiles, comme des contours des yeux, par exemple, trop gras, vous allez fragiliser en fait les molécules de la colle. Ouais. Donc du coup, votre extension va moins durer. C'est pas que ça va abîmer votre cil, c'est que vous aurez fait une extension, voilà, et ce sera dommage, vous allez perdre vos cils beaucoup plus facilement. Donc il existe, selon les marques, et existe des produits d'entretien. Ça va du démaquillant au contour des yeux. À La Réunion, par exemple, il est conseillé d'utiliser un protecteur qui va être utilisé 1 à 2 fois par semaine. Un protecteur sur les cils, c'est comme un mascara. Oui. Ça permet de faire comme un imperméable en fait sur les cils, et ça va permettre tout simplement éviter que vous ayez trop d'humidité qui va arriver sur le cil. Et donc l'humidité risque de décoller. Voilà, et du coup décoller la colle. Donc ce protecteur par exemple, c'est comme un mascara transparent. C'est comme un mascara, ça s'applique exactement comme un mascara, il est juste un peu plus liquide qu'un mascara, tout simplement. Donc là on va demander à la cliente par exemple si elle fait beaucoup de natation, par exemple, d'en mettre un peu avant de partir, 10 minutes à peu près, avant d'aller dans la piscine par exemple. Ou si elle fait du sport et qu'elle transpire à grandes gouttes pour protéger un peu plus. C'est juste ça. Ça marche sur les cils normaux? Oui, vous pouvez aussi le faire sans problème puisque ce n'est pas que des produits pour les extensions. Donc on peut se mettre ça ça rend le mascara waterproof en fait? Oui, ça permet en fait de rigidifier un petit peu votre cil. Donc du coup vous le dispatchez déjà votre cil et il suffira d'appliquer après si vous voulez votre mascara sans problème puisque c'est des produits qui peuvent se superposer sans problème. Et ça évite du coup que le mascara coule dans l'eau? Aussi. Pourquoi pas, petite astuce, voilà, petite astuce. Utiliser un mascara résistant à l'eau quand du moins on n'a pas d'extension de cils. Parce que c'est pas compatible. Pourquoi? Parce qu'en fait la résine que contient le mascara résistant à l'eau va venir trop opacifier et donc étouffer le cil. Et du coup vous risquez et de déchausser votre cil et en plus d'abîmer votre extension.
Donc, ce n'est pas le but. Pas de mascara résistant à l'eau quand on a des extensions. Voilà, prenez le mascara si vous avez un jour envie de faire un petit peu plus étoffé, comme on dit par rapport aux extensions, quoique il y a des dames qui en mettent plus de mascara. Et oui, parce que c'est un peu le but finalement. C'est le but. Elles en mettent vraiment plutôt en dessous qu'au-dessus. Il faudra favoriser dans ce cas-là un mascara fortifiant, volumateur et non résistant à l'eau. Voilà. Donc de préférence volumateur, non résistant à l'eau, attention. Parce que vous avez le polyester qui va accrocher les molécules du mascara et du coup, ça ne coulera pas, ça tiendra. C'est beaucoup plus poreux, on va dire, par rapport au cils naturel. Si vraiment vous voulez que vos extensions durent énormément, je vous conseille, moi, de garder les produits de la marque de l'extension de cils, puisque c'est des molécules qui sont faites pour travailler avec la molécule de la colle. Bon. Comme ça, on est sûr de ne pas abîmer le cil, de ne pas étouffer le cil, bien évidemment. Question pratique. Quand on se démaquille. Non, on a. Comment on se démaquille, les filles? Au doigt. On oublie le coton. Ah, c'est vrai? Vrai. Alors, ça serait on va continuer sur cette question. J'en aurai une autre après. Alors, on se démaquille au doigt? Au doigt. Il suffira juste d'humidifier votre visage. Vous mettez l'équivalent d'une noisette dans le creux de la main. Vous émulsionnez tout votre visage et ce qui reste sur vos doigts, vous allez venir frotter doucement vos cils. Et c'est tout. Ça partira tout seul. Donc, juste comme ça? Voilà, juste comme ça. C'est très rapide, donc vous oubliez le coton. Ah, on oublie le coton. Donc ça fait partie aussi des conseils. Attention, c'est banni. Oui. Sinon, vous allez accrocher. Vous allez accrocher dans les fibres de coton. Okay. C'est moins agréable. Et la dernière question, si vous le voulez bien. Ça coûte cher, ces produits? Beaucoup plus cher que des produits traditionnels? Non, c'est équivalent. C'est équivalent, donc après plus ou moins, un petit peu plus cher en fonction de ce que vous recherchez. Par exemple, il existe des produits pour la croissance des cils et sourcils. Donc effectivement, là, on partira sur des élixirs, et les élixirs sont connus pour être un peu plus chers. Mais sinon, ça reste très, très abordable. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Salut les filles. Au revoir.